Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Je suis très heureux de te retrouver ici et maintenant dans cet espace d'expression qui aujourd'hui t'appartient. Waouh. Oui, c'était très important pour moi de te donner cet espace parce que tu as traversé ma vie, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Je pense qu'on a planté pas mal de petites graines et qu'il y a des choses qui sont en train de pousser et d'émerger actuellement. Donc c'était important pour moi de t'avoir auprès de moi et de pouvoir échanger de cette manière-là. Un petit bonjour à tous ceux qui écouteront cette vidéo. J'espère que ça va les enrichir et que ça les fera un peu réfléchir sur la prise en charge, notamment du stress, puisque le but de cet entretien, c'est de faire plus ample connaissance avec toi, mais aussi de faire connaissance avec les charges émotionnelles que tu as pu vivre, de pouvoir faire un peu un focus sur la manière dont tu as réalisé la gestion du stress et des émotions inconfortables tout au long de ton parcours. Alors, je me suis posé la question comment te présenter. Parce que comme je te connais, je me suis dit comment je vais te présenter. Du coup, j'ai pris un truc assez factuel et je pense que tu rajouteras, toi, ce que tu as envie de rajouter, qui te semble important. Donc, Nicolas, tu es sapeur-pompier professionnel, écrivain, chercheur, conférencier, coach. Tu as débuté ta carrière chez les sapeurs-pompiers de Paris, puis tu as intégré les services d'incendie et de secours du Nord, de la Savoie et de la Haute-Savoie, où tu continues à servir actuellement. En parallèle, depuis une dizaine d'années, l'écrivain qui sommeillait en toi s'est réveillé et révélé. Tu as plusieurs ouvrages à ton actif. Tes reprises d'études, tes compétences et ton expérience t'ont amené à imaginer et concevoir le Fire Coaching. Et peut-être que tout à l'heure, tu pourras nous en parler un peu. Est-ce que cette présentation qui est relativement sommaire, tu as des choses à rajouter qui te semblent Déjà, importantes? je te remercie Vincent de cette présentation, de ce temps qu'on va passer tous les deux. C'est vrai qu'on a beaucoup cheminé tous les deux et souvent parallèlement à se questionner l'un et l'autre là où on en était chacun de nos parcours. Rajouter à cette présentation, je crois que ça se fera peut-être plus naturellement au fil de la conversation. C'est vrai D'accord, que pour faire simple, depuis 12 ans maintenant, je me suis réveillé dans l'écriture, effectivement révélé. Euh, Au départ, par mon métier de sapeur-pompier, c'est mon métier de sapeur-pompier qui m'a mis quelques coups un petit peu plus difficiles que d'habitude que j'avais à prendre en compte. Et c'est l'écriture qui m'a tendu la perche et j'ai eu l'impression de voir un itinéraire qui se passait un petit peu devant moi et qu'il fallait que j'explore. Et qui d'accord. m'a révélé peut-être un peu plus pourquoi j'étais devenu sapeur-pompier, ce que je faisais dans cet univers, mais ce que je pouvais peut-être encore faire de ce que tout cet univers m'apportait pour revenir peut-être un peu plus sur ma propre voie à moi, parce que j'avais aussi l'impression de m'en écarter. Hmm, d'accord, ok. Pour ceux qui veulent te découvrir plus amplement, je crois que tu as un site. Oui, Alors, oui, c'est j'ai nicolas-goudenov.com. 9.com qui est un petit peu en sommeil en ce moment. Alors, D'accord. je peux en profiter même pour appeler un appel au secours. C'est rigolo, un pompier qui appelle au secours. On ne sait J'ai jamais. quelques soucis On ne de gestion sait sur le jamais. suivi de mon site. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas toujours au top là-dessus. Mhm. Alors, je l'ai un peu mis en Mais sommeil, mais c'est vrai on peut déjà y voir une forte on peut déjà activité. Ouais. voir certaines choses Oui, sur bien ton sûr. site. Mm. Tu as une page Facebook, donc on peut te retrouver sur Facebook où tu publies On peut me retrouver. régulièrement Ouais, des textes. ouais. Sur Link aussi, je pense, mais peut-être un peu Oui, plus j'y suis Facebook. beaucoup moins actif. Ouais, je suis présent, on peut me contacter aussi, on peut me retrouver. C'est vrai que ça fait un Non, petit moment que j'ai pas trop manifesté ma présence sur ce réseau. J'ai plutôt focalisé sur Facebook ces derniers temps. d'accord. Mm. Très bien. Avant de parler un peu de la gestion du stress, de ton stress, comment tu as pu le gérer, j'aurais voulu qu'on aborde un peu ton cheminement
comment cela s'est déroulé pour toi de passer de sapeur-pompier à ce que tu es maintenant? Hmm. Alors, pour te dire, en fait, je n'avais pas de sapeur-pompier devant moi dans la famille. Un itinéraire que je connaissais absolument pas quand j'étais étudiant et je me suis engagé à l'âge de 20 ans chez les pompiers de Paris, et qui est un corps militaire en plus. Alors que j'étais issu d'un milieu familial plutôt tourné vers les études et avec un papa professeur, une mère institutrice, enfin, voilà, des frères qui faisaient des études supérieures. Et puis moi, j'ai pris un chemin de traverse là, et je me suis engagé à l'âge de 20 ans chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et ça se passait bien, hein. J'ai fait mes 5 ans à Paris. Après, je suis reparti dans un contexte plus fonctionnaire, on va dire, avec un statut différent parce que j'ai passé le concours pour entrer dans le monde des sapeurs-pompiers professionnels, donc Mhm. dans le statut militaire. Et puis, au bout de 20 ans à peu près de carrière, j'ai eu besoin de faire un break dans mon évolution professionnelle au niveau opérationnel et je suis parti enseigner aux sapeurs-pompiers sur un poste de formateur permanent dans une école départementale. Et après m'être beaucoup intéressé à la formation des adultes, à la formation aux gestes de premier secours, à la formation des formateurs dans le domaine des gestes de premier secours, et en ayant aussi en parallèle un cursus d'éducateur sportif au sein des sapeurs-pompiers, j'en suis revenu à mes premières amours, on va dire, et je suis revenu dans l'enseignement de l'incendie. Et là, j'ai eu la chance de bénéficier d'une expérience, d'une formation expérimentale menée par des scientifiques, par des ingénieurs du Centre national des arts et métiers sur l'incendie, où on nous a mis un petit peu en pleine figure ce qu'était l'incendie, ce qu'était le feu, mais pas avec les mots que les sapeurs-pompiers utilisent habituellement, et on m'a présenté cette chose comme un système dynamique complexe. Mhm. Et si tu veux, en quelques temps, j'ai subi une petite explosion dans la tête, parce que système dynamique complexe, c'est venu me chatouiller très très loin. Et c'est venu me dire des mots sur lesquels j'étais pas forcément à l'aise. Enfin, c'est venu me proposer quelque chose qui me semblait correspondre à ma façon d'être, à ma façon de penser, à ma façon de former, mais que je n'avais jamais vu sous cet angle en fait. Et, euh, et j'en suis venu à creuser toutes ces notions de systémique, de dynamique, de complexité, et je me suis retrouvé complètement dans mon mode de pensée. Voilà, donc ça a été un premier choc. J'ai compris aussi à ce moment précis pourquoi je faisais peut-être pas comme on voulait toujours que je fasse dans mon milieu professionnel et notamment dans le cadre de la formation. Pourquoi j'avais des résultats, pourquoi j'avais aussi des échecs sur certaines techniques pédagogiques. Et j'ai surtout eu l'intuition que bah, tous ces ingénieurs, tous ces scientifiques étaient peut-être en train d'apporter dans ma profession quelque chose d'autre que le feu et que la connaissance relative au feu, et notamment tout ce qui est sciences humaines, pratiques sociales, qui n'étaient pas mentionnés au premier abord, mais qui étaient pourtant les outils avec lesquels ils intervenaient. Et c'est arrivé dans une phase de ma vie personnelle aussi où j'ai d'abord perdu un copain en intervention. C'était mon meilleur ami. Euh, j'ai mon papa qui a été atteint d'une maladie grave et qui a commencé aussi à partir. Et puis j'ai un deuxième collègue aussi qui a eu un accident très grave et qui est décédé. Si tu veux, en un laps de temps très court, j'ai eu l'impression de recevoir trois signes là qui venaient me dire, tiens, et toi, t'en es où de ta vie? T'en es où de ton statut de papa? T'en es où de ton statut de mari? T'en es où de ton statut de pompier? Qu'est-ce que tu fous là au milieu et pourquoi ça t'arrive comme ça d'un seul coup dans un laps de temps si court? Mhm. Et si tu veux, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait, mais j'ai eu besoin d'écrire. Voilà. Mhm. Et je me suis mis à écrire, et notamment pour dire au revoir à ce collègue qui était parti en intervention et qui n'est pas revenu. Et je me suis dit que ce livre allait raconter une partie de mon parcours de sapeur-pompier, comme si je m'adressais finalement à un jeune qui voudrait rentrer chez les sapeurs-pompiers sans trop savoir ce qu'il attend et sans trop savoir comment s'y prendre. Et du coup, j'ai eu envie de rédiger un ouvrage à la fois
de récit, mais aussi quelque chose de très didactique, de pédagogique et une forme de guide en fait pour trouver un petit peu le chemin à suivre pour rentrer chez les pompiers. Et ce qui est étonnant, c'est que ce livre, un an après sa sortie, donc ça s'appelait Retour d'intervention, récit et fiches pratiques, un an après sa sortie, un grand monsieur des sciences de l'éducation m'a contacté pour me dire qu'il était tombé sur ce livre et que dedans, il y avait des choses que j'avais écrites et dont j'avais pas conscience et que ça pouvait être intéressant qu'on se rencontre. Et puis très rapidement, il m'a proposé de reprendre mes études sous sa direction. Donc Mm. je l'ai eu en tant que directeur de recherche. C'est Guy Avanzini, c'est un monsieur très puissant des sciences de l'éducation et qui m'a remis sur mes rails en fait, en me faisant transformer mon premier récit en un objet de recherche scientifique. Et je suis devenu chercheur dans les pratiques sociales et dans les sciences humaines D'accord. en me posant cette problématique du retour de l'intervention des sapeurs-pompiers. Tiens, quand on est de retour, est-ce qu'elle est finie? Qu'est-ce qui se manifeste autour de nous ou en nous qui fait que c'est peut-être pas tout à fait fini et que on a peut-être intérêt à un moment donné à revenir dessus ou à comprendre dans quels états émotionnels on passe au cours d'une intervention Mm. pour pouvoir repartir sur les autres, libérer de certaines choses. Parce Et, que si on n'en a pas conscience, qu'est-ce que ça provoque? ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es trouvé un peu missionné par quelque chose, par ça justement, par en te disant, tiens, ils partent sur des interventions, des choses difficiles, et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on leur apporte, et est-ce qu'ils rentrent simplement chez eux comme ça, ou est-ce qu'on pourrait peut-être euh, faire un accompagnement pour que décompresser et qu'ils puissent rentrer chez eux. Est-ce que ça a réveillé chez toi une sorte de mission de ce type? Oui, bon, c'est exactement ça. Alors c'est assez compliqué l'histoire parce que je suis déjà dans un métier de sauveteur ou de Oui. sauveur. J'ai découvert au passage dans la reprise d'études un outil que je ne connaissais pas qui s'appelle le triangle de Karpman, qui met en relation hein, la notion de sauveur, de persécuteur et de victime. Ouais. Et au passage, ben, ce type d'outil conceptuel serait quand même urgent à être mis en place dans les formations de tous les métiers du soin, du secours et de l'urgence, parce que finalement, si on n'est pas conscient qu'on peut se retrouver dans ce type de situation, on peut faire des grosses boulettes aussi ou des maladresses. Et du coup, ce qui a été délicat, c'est de me dire, tiens, je suis en train de mettre le doigt sur un truc, mais ça veut dire que je me transforme peut-être au passage en sauveur de sauveur ou en sauveteur de sauveteur, parce que c'est Mhm. aussi un concept qui faisait partie des enseignements que je dispensais dans le milieu de l'incendie. Mhm. Et je me suis dit, OK, je prends ça en compte, mais attention, j'ai intérêt d'aller me former au-delà de tous ces concepts de sciences humaines, de pratiques sociales, dans les métiers de l'accompagnement, parce que là, euh, je ne peux pas m'improviser davantage. Et je suis allé me former dans un institut de coaching, qui est Oui. celui que tu as fréquenté toi aussi avec Alain Ferrol. C'est là qu'on s'est rencontrés tous les deux. Et du coup, bah, j'ai continué de remplir ma petite boîte à outils, si tu veux. Le pompier qui était formateur de formateur et très à l'aise dans le milieu de la pédagogie, ben, je me suis rendu compte que au-delà de la formation, il y avait un accompagnement à mettre en place et c'était une forme de formation continue, de formation permanente, mais ça passait par les métiers de l'accompagnement ou le coaching, même si c'est pas forcément le mot que je préfère Mhm. dans le jargon. Et c'est peut-être pour ça que j'ai transformé cette expression en fire coaching, Ouais. parce que je ne voulais pas renier les 4 ans d'études, de reprise d'études universitaires dans le domaine de la recherche-action. Et le fire coaching, c'est un petit clin d'œil au feu, d'où je venais ou d'où tout ça avait émergé. Et c'est en même temps, fire, c'est former, intervenir, réfléchir ensemble. Voilà, Mhm. donc ça, c'est, si tu veux, c'est les 4 piliers de la démarche que j'essaye de mettre en place depuis ces années, sans oublier forcément l'impact de l'écriture et la nécessité aussi de mettre en place un accompagnement par l'écriture parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était le livre qui m'avait mis au contact de mon directeur de recherche, qui m'avait incité à reprendre des études.
et qu'il fallait surtout pas que je perde ça de vue parce que peut-être finalement que mon moyen d'action à moi, il était là, il était dans cette écriture, dans le livre, dans les récits que je diffuse un petit peu tous les jours quand j'ai le sentiment que le monde est un petit peu en peine ou en train de s'entamer. Et si tu veux, c'est une forme de démarche un petit peu alchimique. C'est comment le sapeur-pompier, tiens, quand il quitte son uniforme de pompier, il peut continuer d'agir, mais sous une forme, on va dire, plus alchimique, avec les fondamentaux de ce premier métier. Mais tiens, si je passe par l'écriture, est-ce que dans mes mots, je peux faire passer quelque chose qui apaise, qui atténue un feu? Est-ce que je peux raviver une petite flamme qui est en train de s'éteindre? Enfin, et ce qui est très étonnant, donc je m'y suis habitué maintenant, tu m'as présenté comme écrivain, c'est un Oui. mot qui me faisait très peur, que j'avais beaucoup de mal à assumer au départ. Et aujourd'hui, je crois que en plus, je suis poète. Et, et c'est aussi un mot finalement qui au départ m'a fait très peur et dont je suis plutôt fier aujourd'hui de pouvoir, ouais, de pouvoir me déclarer poète dans un monde comme celui dans lequel on vit aujourd'hui. Ça me fait plaisir en fait. D'accord. Le fire coaching, du coup, ça découle de toute ton expérience de sapeur-pompier, plus ta formation de coaching. Et quel est l'esprit, est-ce qu'en quelques phrases, tu peux résumer l'esprit du fire coaching? Est-ce que c'est réservé euh, à tes collègues dans les suites d'intervention ou bien c'est ouvert à tout public avec une méthode bien particulière? Oui. Alors, en fait, ça a été la première question. C'est-à-dire qu'au début, j'ai naïvement pensé qu'en rédigeant un mémoire universitaire sur une méthode d'accompagnement des sapeurs-pompiers autour de l'intervention, les portes de l'institution allaient s'ouvrir très grandes et que d'un seul coup, ça devenait très logique pour tout le monde. Et puis, j'ai rapidement déchanté parce que je me suis rendu compte que ça se passait pas comme ça et peut-être qu'il fallait que j'aille encore plus loin dans la réflexion en me disant nul n'est prophète dans son pays. C'est aussi quelque chose que j'ai constaté, que j'ai accepté, que j'ai compris. Mais ça veut dire que je peux à tout moment changer de nationalité tout en étant dans le même pays. Ça veut dire que je peux peut-être opérer un changement de posture dans ma propre profession Ouais. pour finalement amener les outils du coaching, de l'accompagnement, et je ne suis pas forcément obligé de déclarer à quelqu'un que c'est ça qu'on est en train de vivre. Mais si ce besoin se fait sentir, bah, c'est bien d'avoir ces outils-là à disposition, ces concepts. Et c'est vrai que dans ma démarche de reprise d'études, quelque chose de fort m'est resté de mon directeur de recherche, c'est de se dire que finalement, pour qu'un individu puisse faire un apprentissage, il faut qu'il aille dans un univers autre que le sien, mettre en œuvre ce qu'il a appris dans son univers et voir si éventuellement ça prend et ça fonctionne. Et du coup, pour s'approprier quelque chose de nouveau dans son apprentissage, ben, c'est ce petit pas de côté qu'il est nécessaire de pouvoir faire. Et c'est ce que je me suis amusé à faire en fait avec le fire coaching. Je me suis dit, tiens, peut-être que là, ce que je raconte, c'est encore un peu tôt dans mon institution, mais tiens, dans des entreprises où j'entends parler de burn-out, où j'entends parler de crise sociale, de conflits, etc., de boîtes qui sont peut-être en train d'exploser, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a le feu dans une boîte? Et auquel cas, moi, dans mes techniques de pompier formateur, je mets le feu dans des boîtes et j'explique aux gens ce qui se passe quand ça brûle dans la boîte, mais aussi les signes extérieurs. Est-ce que cette démarche-là, je ne peux pas l'exporter et la mettre à la disposition de tout un chacun dans les sociétés, dans les familles, chez tout individu qui, à un moment donné, se retrouve en quête de sens, en perte de repères, et auquel cas, ça peut évoquer l'image d'un individu qui se retrouverait dans un incendie, dans la fumée, qui commence à suffoquer, à s'intoxiquer, s'asphyxier, et qui ne voit pas de chemin ou d'issue de secours, et qui se retrouve réellement en danger. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux proposer quelque chose d'innovant et d'utile qui a déjà fait ses preuves voilà, dans mon milieu de l'incendie et peut-être que ça peut intéresser du monde, quoi. Et du coup, en utilisant les métaphores de ton métier, l'utiliser dans d'autres domaines pour pouvoir que ça fasse sens, que ça fasse que les gens puissent réagir de manière adaptée, parce que c'est imagé, ça peut être très imagé et ça peut être compris très rapidement.
du coup. Voilà. Voilà. Et en plus, les images sont assez spectaculaires, sont assez fortes, sont Mm. chargées émotionnellement aussi. Et quand elles passent par l'écriture, elles peuvent devenir aussi très belles et très Ouais. puissantes. Et du coup, c'est faire appel à cet imaginaire chez le lecteur aussi, ou chez... Parce que finalement, je me suis dit, c'est pas forcément par le biais d'une formation que ça va se traduire tout ça. Ça veut dire que je peux aussi écrire et peut-être qu'un seul texte peut aller au contact de la personne qui en a besoin au moment où elle tombe sur le texte, et ça suffit pour l'accompagner, la remettre en chemin ou lui faire savoir que tiens, ce que tu es en train de vivre, ben, tu n'es pas tout seul. Et si tu veux qu'on aille plus loin, ben voilà, on vient déjà de se rencontrer et on peut poursuivre la rencontre et faire un bout de chemin ensemble. Mm. D'accord. Donc, tu amènes les gens à écrire, à des ateliers d'écriture, du coup? Alors, tu sais bien, tu sais bien qu'effectivement, j'ai expérimenté beaucoup de choses, hein. Je suis beaucoup dans le tâtonnement expérimental, donc c'est vrai que j'ai mis en place des ateliers d'écriture sous Est-ce que différentes formes. tu l'as mis dans le cadre du fire coaching ou c'était quelque chose à côté? Non, non, c'est le fire coaching, si tu veux, c'est un gros package. D'accord. C'était au départ dans mon esprit, c'était quelque chose de tellement énorme qu'il fallait que j'aille explorer différentes dimensions, Hmm. différentes directions, et que voilà, j'ai testé un certain nombre de choses. Alors des choses qui fonctionnent plutôt bien, des choses dans lesquelles j'ai plus tendance à me perdre et je vais pas dire perdre du temps, mais considérer que c'était peut-être pas là qu'il fallait que je mette le plus d'énergie. Et aujourd'hui, si tu veux, je crois que j'ai fait le tour du feu. Justement, ça c'est une expression bien pompier. J'ai fait le tour de ce vers quoi j'ai envie de m'orienter aujourd'hui et de ce que je peux mettre à disposition des uns et des autres. Donc c'est vrai que les ateliers d'écriture en font partie. Euh, et ils peuvent se décliner aussi à distance. Mhm. Ça peut se faire par les outils technologiques modernes aussi, hein. Je me suis même amusé à y participer, à mettre en place des ateliers d'écriture où chacun intervenait dans une conversation qui se poursuivait au fil du temps et on a vu que ça nous emmenait dans des directions extraordinaires, quoi. C'était assez surprenant et en même temps assez génial de voir qu'il y en a un qui écrivait quelque chose et puis l'autre poursuivait et puis en fait on arrivait à une histoire qui était totalement cohérente Ouais, et, euh, et qui apportait quelque chose, qui avait une signification. c'est Je me ça. Et souviens si très tu bien veux, de cet ce, épisode. ouais, et ce type d'exercice, si tu veux, si je ramène ça à mon métier de sapeur-pompier, c'est Mhm. dans mon métier de sapeur-pompier, on va partir au feu avec un fil d'Ariane pour être certain de retrouver la sortie au cas où on aurait tendance à se perdre un petit peu, sur lequel on est toujours accroché. Et ce fil d'Ariane se nomme une ligne guide. Mhm. Et pour se mettre, pour s'arnacher sur cette ligne guide, on a ce qu'on appelle une liaison personnelle. Et la liaison personnelle plus la ligne guide, c'est ce qu'on appelle une ligne de vie. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de faire le parallèle avec le monde du coaching, de l'accompagnement, parce que la ligne de vie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi. Et que finalement, le fire coaching, il avait peut-être cette vocation à venir se faire s'accrocher ou se rencontrer différents individus d'univers divers et variés, à un moment donné de leur vie, au moment où ils en auraient peut-être besoin ou envie, et à venir s'accrocher sur cette ligne guide tous ensemble et à participer à un extrait de vie ensemble qui Mhm. constituerait un petit bout de chemin qu'ils vont parcourir les uns les autres, dans lesquels toute l'intelligence collective en fait se met en place et se met à la disposition de tous. D'accord. Voilà, c'est un peu l'esprit. Ok, très bien. Merci pour le fire coaching. En tant que sapeur-pompier, j'imagine que tu as dû avoir des stress, subir certains stress, des émotions aussi peut-être inconfortables auxquelles tu as dû faire face. Et est-ce que tu avais au départ des outils qui t'appartenaient, qui t'ont permis de faire face, ou bien est-ce que on t'a appris justement ces outils au cours de tes formations, ou tu es allé piocher et chercher ces outils pour pouvoir gérer ces stress et ces émotions qui sont inconfortables. Alors ça, c'est vraiment la question, Vincent. Je te remercie de me la poser parce que
En fait, au départ de ma formation de sapeur-pompier, on m'a surtout mis dans des situations très stressantes dans le cadre de nos formations, avec des instructeurs qui avaient des méthodes de formation plutôt très viriles et très musclées. Alors c'est vrai que c'était une façon de nous préparer au stress des interventions qu'on allait vivre par la suite, mais l'approche que j'avais de la notion de stress et de la gestion du stress était très théorique. Voilà. Mm. J'avais des cours théoriques avec le stress, c'est ça, quand il faudra le gérer, voilà ce qu'il faut faire, etc. On se formait comme ça, et puis au fur et à mesure de ma carrière, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles ben, j'avais pas les clés, j'avais pas eu la conduite à tenir, j'avais pas eu, et je me retrouvais, mais pas moi tout seul, hein, mes collègues aussi, dans des situations où d'un seul coup on prenait un truc et on comprenait pas forcément ce qu'on prenait. Et en plus, on n'avait pas le temps de s'apitoyer là-dessus parce qu'on était là pour agir, parce que quelqu'un nous appelait au secours. Et ben, en fait, il m'a fallu 20 ans euh, pour commencer à comprendre que j'étais un hyper stressé à l'époque, mais que j'en étais absolument inconscient. Voilà. C'est-à-dire que je portais en moi un stress permanent, un surstress, Ouais. dont j'avais aucune conscience. C'est-à-dire que je me promenais dans la rue mes jours de repos, mais j'étais toujours aux aguets, toujours à veiller à ce que tout se passe bien pour tout le monde, enfin, toujours Est-ce que vigilant. tu, est-ce que tu penses qu'il y a un formatage pour ça, pour justement que... Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si si la volonté allait jusque-là D'accord. dans les formations qu'on recevait. Par contre, je crois que c'était une forme de conséquence ou de dégâts collatéral. Et c'est intéressant, ce matin, je suis tombé sur un reportage sur l'état de stress post-traumatique. Mhm. Et c'est en reprenant mes études qu'à un moment donné, ce mot m'a sauté au visage et je me suis dit, tiens, peut-être que le truc que je porte ou dont je souffre éventuellement, c'est ce mot-là, c'est le stress. Et si tu veux, là où c'est devenu très clair pour moi, c'est que quand j'ai repris ces études et que j'ai dû faire une enquête sociologique, à poser des questions à droite à gauche sur les impacts de l'intervention chez les sapeurs-pompiers, etc., un jour, je me suis retrouvé à faire un accident de circulation avec un pilote de ligne. Il descendait de son avion, qui avait pris son véhicule pour rentrer se reposer chez lui. Il venait de New York et il a eu un accident de circulation à quelques kilomètres de l'aéroport. Et pas très grave, mais en discutant avec lui dans l'ambulance, très rapidement, il m'explique que voilà, il vient de se faire Paris-New York, New York-Paris, et que bon, pour lui, c'est pas un problème hein, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils ont des formations pour le stress, etc. Et en l'écoutant, je me suis dit en fait, il se rend pas compte qu'il est en train que son accident est dû à une grosse fatigue, est dû à un surstress, etc. Parce que il est en train de m'expliquer qu'ils sont formés pour ça, comme moi je l'expliquerai à des amis quand je leur parle de mon métier de pompier. Et Mhm. pourtant, tous les signes cliniques qu'ils me présentent font état d'un stress au-delà de ce qui serait acceptable. Et là, ça m'a renvoyé à mon métier et à ma personne en me disant, mais qu'est-ce qui dit que toi, tu n'es pas dans le même cas que ce mec-là? Et peut-être qu'en fait, ben voilà, ton questionnement, tes études, ta recherche sont en train de t'amener vers ce truc-là, justement, vers le stress. Et effectivement, à la même époque, alors c'est des aléas de la vie, c'est ce en quoi l'on croit ou auquel on s'ouvre, mais le mot méditation m'est parvenu à peu près à cette période-là. Mhm. Euh, voilà, un matin, il est arrivé comme ça, je l'ai entendu dans le coin de l'oreille et je me suis dit, tiens, pourquoi moi qui suis en train de faire une étude très sérieuse et très cartésienne, très logique, avec beaucoup de données scientifiques, pourquoi ce mot vient me caresser les oreilles et qu'est-ce que j'en fais quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, bon, bah, je vais essayer parce que je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai pas envie de le laisser passer. Et D'accord. ce jour-là, j'ai testé la méditation et je me suis plus jamais arrêté. D'accord. Voilà. Et du coup, Et tu as mis en place un rituel quotidien oui, oui, oui. Bah, qui te tous les permet... matins, j'ai carrément. Alors, je suis déjà un gros lève-tôt Oui. et j'ai carrément avancé la sonnerie du réveil pour m'offrir vraiment une plage horaire importante le matin pour pouvoir vraiment me mettre dans les meilleures conditions. Parce que je me suis rendu compte que finalement,
la méditation, mes séances de méditation, c'était un sas entre mon travail et mon domicile, entre mon domicile et mon travail, entre la nuit et le jour finalement. Et je me suis dit, c'est ma petite douche intérieure. Et maintenant que j'y ai goûté et quand je vois tout ce que ça m'apporte de bon, Mhm. je peux plus m'en priver, quoi. D'accord. Donc, ce n'est pas un rituel uniquement pour gérer le stress, c'est un rituel pour la vie quotidienne, pour être plus, comment, comment je pourrais dire, plus à même d'affronter les événements de la vie quotidienne, que ce soit aussi bien Oui, personnel que alors professionnel, en fait, je vais où peut-être tu te as surprendre. différencié les choses. Ouais, je vais peut-être te surprendre, te chagriner, t'étonner, je sais pas, mais c'est vrai que cette expression gestion du stress, en fait, je l'aime pas du tout. Parce Non, que j'ai vraiment c'est le sentiment que, exprès que je viens dessus. ouais, ouais, parce que c'est beaucoup trop théorique à mon goût. C'est-à-dire que déjà le mot gestion, j'ai un peu de mal avec. Gérer, voilà, c'est pas mon mot préféré. Et parce que j'ai le sentiment que ça se passe dans l'autre sens, si tu veux, quelque part. Mm. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que c'est les états de stress qui dirigent nos actions si on n'a pas conscience qu'effectivement on est sous l'influence de ce stress. Mm. Alors, après, j'ai appris qu'il y avait des stress positifs, des stress négatifs, etc. Bon, je suis pas trop rentré là-dedans non plus parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on met une étiquette sur le stress. Mm. Et du coup, je me suis plus finalement retrouvé à constater euh, que cet aspect de la méditation et ce que ça m'apportait, euh, c'était finalement un art de vivre, bêtement. D'accord. Ok. Voilà. Et tu sais que j'aime bien aussi inverser les expressions ou mettre les mots dans l'autre Mm. sens. Et je me dis que, bah, tiens, si vivre est un art, bah, l'art de vivre, c'est des choses comme la méditation. Alors pour moi, c'est aussi l'écriture, c'est essayer de comprendre aussi la musique, hein, toutes ces choses, le rapport à la nature, Mm. voilà, tout ce qui m'apaise en fait et ce qui me ressource en même temps. D'accord. Et est-ce que tu te retrouves des freins à à ce développement, à cet art de vivre? Et ces freins sont-ils plutôt extérieurs ou intérieurs? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent venir perturber ce développement que tu mets en place? Euh, J'imagine que oui, j'imagine ouais, que ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, quelles que soient les situations qu'on affronte, finalement, c'est peut-être ces fameux freins dont tu parles, ou c'est des Oui. situations qui nous permettent de se demander où on en est par rapport à tout ça, en fait. Mhm. Dire que ça me freine, je ne sais pas si c'est vraiment le verbe que j'utiliserais. Ça vient me questionner. Voilà, ça vient me D'accord. questionner et ça vient me dire des fois, effectivement, des fois, j'ai moins le temps de mettre en place ces outils que j'aurais souhaité Mhm. et j'en vois tout de suite l'impact. En fait. Voilà, je me rends compte tout de suite de l'impact que ça peut avoir sur certaines de mes réactions ou de mes prises de position ou de prises de parole. Et, et ça vient me rappeler ça, en fait. D'accord. En fait, tu es plus dans un questionnement et une connaissance de toi, de comment tu réagis, plutôt que de te dire, tiens, ça me freine, ça me stoppe. C'est je réagis, il se passe ça, comment et pourquoi ça réagit comme ça, et d'essayer de trouver la solution pour repartir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en essayant de voir aussi, tiens, quand quelque chose part de moi, quel impact ça a sur mon environnement proche, sur l'extérieur, sur les personnes en face, et du coup, qu'est-ce que ça vient me dire de la façon dont j'ai fait partir le truc, quoi, D'accord. aussi. Tu devances un tout petit peu, parce que la prochaine, c'était, est-ce que dans ton entourage, tu as eu un soutien ou c'était totalement en accord tes choix par exemple, de mettre le réveil, je sais pas moi, une demi-heure ou une heure plus tôt,
Est-ce que c'était totalement en accord ou bien ça devait nécessiter une adaptation, une discussion voilà. C'est une grande question aussi, c'est-à-dire que Oui, au départ, ça surprend, voilà, parce que j'étais peut-être pas formaté pour ça et j'étais même beaucoup à l'opposé de ce type de démarche. Donc je pense que ça a beaucoup surpris, donc ça peut aussi faire peur ou ça Est-ce peut qu'il y a eu, interpeller, quoi. est-ce qu'il y a eu beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça dans ton entourage Euh, ou alors d'inquiétude ou oui, je dirais peut-être plus inquiétude ou curiosité peut-être aussi, d'accord. finalement. Tu vois, une forme d'amusement aussi à se dire, tiens, bon, ok, c'est un nouveau truc en vogue, on va voir ce que ça donne, quoi. Et je crois qu'après, c'est la façon dont le changement s'opère progressivement dans les relations ou dans le rapport au monde, en fait, qui peut Mhm. peut-être venir rassurer ou confirmer certaines questions qu'on pourrait se poser. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que ta pratique et les changements qui ont pu s'opérer en toi ont créé une adhésion autour de toi et est-ce que eux pratiquent régulièrement ou bien de temps en temps ou des fois ils t'accompagnent ou bien c'est quelque chose de très personnel? Non, c'est vrai que j'arrive à intéresser du monde autour de ces questions-là et D'accord. à proposer des choses et à avoir des gens qui au départ ben voilà viennent te voir ou viennent se renseigner et qui très rapidement vont vers une forme d'autonomie parce que moi l'idée c'est ça aussi c'est pas non plus d'avoir cours autour de toi et qui peut pas faire sans toi donc l'idée c'est vraiment de dire voilà moi j'ai ces outils-là qui me font beaucoup de bien qui m'ont permis de franchir des étapes. Ben voilà, j'ai commencé comme ça, tiens tel bouquin, tiens telle vidéo, telle personne intéressante à suivre. Et puis l'idée, c'est de permettre aux gens de s'approprier leurs propres outils, enfin voilà, leurs propres méthodes, et puis de continuer leur petit bonhomme de chemin, quitte à ce qu'on Mhm. se retrouve de temps en temps à faire des choses ensemble, mais pas forcément être dans un truc où voilà, il y a la mouvance, et puis suivez-moi parce que c'est par là que ça se passe. D'accord. C'est pas une sorte, voilà, c'est chacun travaille de son côté personnellement, de manière personnelle, et puis il peut y avoir des moments où on peut se retrouver Ouais, pour avancer. Ouais. voilà. Et puis on est relié par ça, en fait. Mhm. C'est ça aussi l'idée, c'est de se dire, voilà, moi j'ai rencontré des personnes sur des ateliers d'écriture ou des ateliers de méditation ou des séances de coaching. Et puis, ben, quand on a fait le travail nécessaire pour que la situation de la personne puisse évoluer, se débloquer, on reste en contact parce qu'en plus, il y a une amitié qui est née de ça et qu'il y a des atomes crochus qui se sont. Et puis de temps en temps, on se donne des nouvelles et on continue de voir comment la personne continue d'avancer de son côté. Et Mhm. puis, ça permet de voir aussi où on en est, nous, de tout ça. D'accord. Ok. Autour du stress et de ces émotions qui sont inconfortables, on parle beaucoup de techniques quand tu écoutes le milieu du coaching, c'est très technique. Est-ce que toi, en dehors de ça, tu as adapté en fait une hygiène de vie pour pouvoir le vivre mieux, pour pouvoir mieux l'adapter et l'intégrer à ta vie? Oui, même si dès le départ, avec mon métier, il y avait déjà une forme d'hygiène de vie, Hmm. notamment dans une grosse pratique sportive, un bon contact avec la nature, ça c'était déjà là, si tu veux. Mais effectivement, je me suis accordé de plus en plus de temps et de priorité pour moi-même et ma démarche personnelle, avec moins d'engagement qu'à une certaine époque et peut-être des choix plus réfléchis en matière d'engagement et de disponibilité. Et, D'accord. euh, et
effectivement, avec un agenda qui s'est bien vidé, parce que j'étais un peu partout et nulle part à la fois, et que maintenant, dans mon agenda, j'ai des grandes plages horaires qui me sont destinées, qui me permettent de bouquiner, d'écrire, de travailler dans mon jardin, enfin, voilà, D'accord. ouais, de prendre le temps de vivre, en fait, Ok, entre deux interventions. très bien. Est-ce que tu as des impulsions, des influenceurs ou des rencontres qui t'ont permis d'évoluer pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Tout à l'heure, tu me parlais de ce monsieur-là, Oui, Guy Avanzini. voilà. Est-ce que tu as Mhm. eu d'autres influenceurs ou d'autres rencontres de ce type qui t'ont amené, qui t'ont Alors, comporté ou qui t'ont inspiré? alors c'est vrai que mon directeur de recherche, Guy Avanzini, c'est quelqu'un dont je suis resté très proche. C'est vraiment la personne voilà, qui m'a vraiment beaucoup inspiré et beaucoup permis d'avancer. Tu le considères Euh, comme un peu un mentor ou... ouais, ouais, je dirais qu'il y a des gens qui font des voyages au bout du monde pour rencontrer un maître. Oui, Ben, moi, j'ai eu quelques kilomètres à faire et je suis tombé dessus, quoi. J'ai l'impression que c'est lui qui m'est tombé dessus. Mais du coup, j'ai eu énormément de chance parce qu'à l'époque, j'étais très influencé par les écrits d'une autre personne qui finalement était un de ses élèves. Et je connaissais l'élève, mais je ne connaissais pas le maître. d'accord. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le monstre gentil qu'il y avait derrière ce monsieur avec la puissance intellectuelle et scientifique, je me suis dit waouh, quoi. Alors après c'est plus je vais picorer si tu veux, je vais picorer chez des auteurs, je vais picorer chez effectivement des influenceurs, donc c'est plus par période, je dirais. Je vais Mhm. peut-être suivre quelqu'un sur une période et puis à un moment donné, je me dis ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question avec cette personne et je vais aller voir dans une autre direction. Mais il y a aussi des auteurs que c'est souvent des auteurs en fait qui m'accompagnent beaucoup, qui m'inspirent. Hmm, Et, d'accord, et avec lesquels je reste bien en lien aussi. Après, dans d'accord. le monde de la méditation, bah, c'est les grands noms aussi de la méditation. C'est vrai que moi, la première personne vers laquelle je me suis tourné, c'était Christophe André, parce que Hmm, je me suis mis dans la méditation au moment où lui commençait à faire parler de lui également. Donc, je me suis jeté dans ses livres, et puis j'aimais beaucoup la façon dont il amenait les choses. Donc, je dirais que c'est tout le courant de la méditation de pleine conscience qui m'inspire et tous les auteurs qui sont dans cette mouvance-là. d'accord. Et puis après, c'est aussi des grands philosophes. Hmm, ok. Alors, l'écriture semble prendre une part de plus en plus importante Ouais. et peut-être la scène. Et je me demandais à quel moment on décide-t-on d'entrer dans la poésie de la vie, de devenir poésie et non plus prose sèche, et cœur plutôt que pensée. Est-ce qu'on le décide ou est-ce que ça se fait de manière naturelle? Alors, je crois que j'ai trop longtemps cherché à ce que ça se passe, parce Mm. que je sentais qu'il y avait ça, c'était le vœu qu'il y avait depuis le départ, si tu veux. Mhm. Pour la petite histoire, je suis rentré chez les pompiers de Paris à l'âge de 20 ans, c'était aussi par pure provocation vis-à-vis de mon environnement familial, parce que je ne voulais plus continuer les études. Et Mm. les études m'ont rattrapé 20 ans plus tard. À l'époque, moi, je rêvais de monter sur scène et de brûler les planches. Et D'accord. finalement, j'ai dû avoir trop peur, ou alors on m'a peut-être un peu effrayé aussi dans mes choix d'orientation. Et je me suis retrouvé à aller apprendre à éteindre les planches plutôt que les, Mhm. les allumer. Et 30 ans plus tard, cette histoire-là me rattrape. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai le sentiment que les textes que j'écris, ben, j'aimerais encore les accompagner plus loin, les accompagner sur une scène, les clamer, peut-être les mettre sous forme musicale, et puis pourquoi pas sous forme audio aussi. C'est Mhm. un projet qui me tient à cœur aussi de faire des lectures audio et de continuer de porter les mots comme je peux, quoi.
D'accord. Alors c'est vrai que, pour revenir à ta question, j'ai le sentiment aujourd'hui que j'ai souvent voulu accélérer ce truc-là et provoquer et forcer, et j'étais pas prêt comme j'ai le sentiment aujourd'hui de l'être, et ça bloquait, ça marchait pas. Mhm. Du coup, Ça marchait pas, il a fallu lâcher. ça ne se décide pas. Non, je crois que ça se décide pas et c'est tant mieux. Ouais, Ça se fait quand ça doit se faire et ça se met en place par des formes que tu imagines pas forcément en plus. ouais. Donc c'est amusant, c'est des clins d'œil, c'est des surprises, c'est des opportunités aussi qui se présentent. Et puis tu te dis j'y vais pas. Tiens, la dernière fois, elle s'est présentée, je l'ai laissé passer. Ce coup-ci, bah, je vais y aller. Puis on verra bien, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Je vais t'amener un peu dans un tout petit peu d'actualité. Cette période de confinement et de déconfinement Mm. nous a amené à observer en fait des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue. Alors, certains parlent de nouvelles prises de conscience dans un type d'accompagnement que nous devons proposer à ces gens qui ont été impactés par cette période. Est-ce que toi, tu adhères à ça ou tu penses que c'est simplement être présent et accompagner les gens et à les éveiller? Alors en fait, si j'en reviens un petit peu à l'historique de cette période particulière, moi je me suis retrouvé en arrêt de travail l'année dernière, au mois de novembre, Ouais, je me euh, souviens, oui, exact. ouais, Mm. suite à une double entorse, une entorse grave que j'avais eue sur une séance de sport au travail. Et je me suis retrouvé arrêté 3 mois, à un moment où j'avais pas forcément envie d'être arrêté, à un moment de l'actualité aussi qui était assez tendu, avec un climat social très, très dur, avec des manifestations, avec des revendications de partout. Et c'est vrai que ça avait tendance à bien me fatiguer et même parfois me mettre un peu en colère. Et du coup, je m'étais dit, faut que je me tienne un peu en retrait de ça, faut que je suive ce qui se passe, mais voilà, je me connais, j'ai pas envie de m'impliquer non plus trop, je me tiens à une certaine distance, et je me suis Tu, retrouvé tu te finalement sentais arrêté. impacté par ça? Ouais, je me sentais bien impacté, ouais, parce il y avait quand même, je voyais des pompiers qui se faisaient taper dessus dans des manifestations par des échauffourées avec la police, alors qu'on travaille ensemble en intervention, donc ça me convenait pas, quoi. Mm. Et, et quand je me suis retrouvé arrêté, il y a des personnes qui me suivent notamment sur Facebook qui m'ont dit, bah tiens, c'est chouette, tu vas pouvoir te mettre à nous écrire des petits mots sympas. Et, et je me suis dit, oulala, on est en train de me proposer de nouveau d'écrire, mais vu le climat social et ce que j'en ressens, ça va pas être joli ce que je vais écrire, Mhm. ça va être dur, ça va être. Je vais d'abord me reposer. Voilà, je vais me reposer, je vais continuer d'observer ce qui se passe parce que moi, finalement, j'étais complètement à l'arrêt dans mon petit canapé toute la journée, et donc je me suis remis à lire, je me suis voilà, bien occupé de me soigner, de me prendre en charge. Et puis en continuant d'observer le monde qui tournait autour et qui tournait de plus en plus vite, et puis jusqu'à ce que, au moment où je peux reprendre le travail, arrive ce confinement. Mm. Et si tu veux, j'ai eu le sentiment que j'avais vécu un pré-confinement pendant 3 mois, et que quand arrivait ce confinement où se retrouvaient plein de gens qui n'avaient pas décidé de ça du jour au lendemain, moi je repartais au travail, mais en même temps, entre mes gardes, quand je sortais de mes gardes, je me retrouvais dans la peau d'un confiné aussi, Mm. en me disant, tiens, finalement, plein de gens étaient stoppés dans leur élan, un petit peu comme moi il y a 3 mois. Qu'est-ce que moi j'ai essayé de mettre en place pour vivre ça le mieux possible? Et finalement, est-ce que je ne pourrais pas essayer, tout bêtement, de les accompagner à trouver euh, les avantages de cette situation qu'on leur impose, à mieux vivre les contraintes dans lesquelles ils se trouvent, et peut-être à y trouver aussi quelque chose d'intéressant pour eux, puisque l'occasion leur est donnée de s'arrêter. Mm. Donc j'ai eu toute cette période du confinement où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire à des gens que je connais pas forcément, mais tous les jours sur Facebook, un texte, deux textes, un texte. Je me suis rendu compte très vite qu'en fait, j'étais en train d'écrire un livre.
Et Ouais. que finalement, mon challenge personnel, ce serait de dire, tiens, ben, cette période du confinement, je vais la mettre à profit pour me mettre dans une rigueur d'écriture, parce que tous les jours, mes textes sortent et puis peu à peu se mettent en place. Et puis à l'issue du confinement, je me suis dit, maintenant, il est temps d'arrêter de produire tous ces écrits, de les reprendre, de les retravailler, de les laisser poser, parce qu'il y a tout ce travail qui se fait dans l'écriture, il y a une maturation à laisser. Il y a des mots qui vont changer, il y a des expressions que je vais m'amuser à inverser un petit peu, enfin reprendre le fil. Et puis, l'été est passé où je me suis beaucoup occupé sur le jardin, à la maison, en famille, etc. Et c'est vrai que la rentrée scolaire m'a beaucoup interpellé avec l'évolution de cette crise sanitaire et puis ce que j'avais le sentiment de percevoir aussi par le biais de mon métier de sapeur-pompier et puis du calme opérationnel par rapport à ce qu'on nous raconte, quoi. Oui. Et du coup, je me suis dit, là, je me dois quand même d'intervenir dans ce débat et de me positionner peut-être un peu plus et de continuer d'essayer de rassurer aussi en même temps, mais d'ouvrir peut-être un peu plus les yeux ou les oreilles de ceux qui n'ont pas peut-être la capacité de les ouvrir ou on est peut-être en train de diriger dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure pour qu'ils aillent mieux. Hmm. Voilà. Et, et voilà, et j'ai le sentiment que c'est un engagement. Voilà, je m'engage un peu plus dans une Un peu démarche comme parce si tu que, devenais un peu plus éveilleur de la situation actuelle ou du ouais, monde veilleur, actuel. éclaireur peut-être, ou tu vois, Ouais. et en même temps en disant, il y a toujours des outils qui sont là, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la peur aujourd'hui et de tout ce qu'elle véhicule et de tout ce qu'elle peut provoquer à plus ou moins long terme chez les uns et les autres. Mais en face de la peur, il y a des outils qui sont là, et c'est même plus que des outils, c'est aussi des façons d'être. Et peut-être que ça peut être intéressant de donner encore plus de puissance dans mes textes, dans mes mots, pour que je puisse intervenir à ce niveau-là, parce que peut-être qu'il est là l'angle du feu quelque part. Peut-être que D'accord. voilà, peut-être que c'est là-dessus que j'ai envie d'agir et d'accompagner le plus possible, parce que ça me semble le moment. Voilà. D'accord. Ok. Et si tu avais un rêve, hein, actuellement, un rêve pour aller plus loin, ça serait lequel? Un rêve pour aller plus loin. Ouais. Euh, Retrouver une barque rapidement. Ça parce va. que parce que non, j'ai dû m'en séparer parce qu'il fallait que je raménage un petit peu les alentours D'accord. de la maison et puis mon organisation personnelle, mais je sais que c'est provisoire. D'accord. Et ouais, parce que la barque, c'est quelque chose de précieux dans mon Hmm. équilibre et dans ma façon de me poser entre deux feux aussi. Et je trouve qu'avec une barque, on peut aller super loin. Voilà. Ouais. Surtout quand on invite du beau monde à bord et qu'on propose aux gens de prendre les rames et de leur demander pourquoi ils rament dans la vie. Hmm. Ouais, C'est intéressant. ouais. C'était toujours très intéressant. Très bien. On arrive un peu à la fin de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah, écoute, moi, je voulais te remercier, Vincent, pour ce moment qu'on passe tous les deux. J'espère que tu t'en sortiras pour le montage de la vidéo, pour retrouver une suite logique dans le propos, parce que des fois, j'ai peut-être tendance à m'éparpiller un peu. Mais Je je ne, te je ne remercie. touche, je ne touche à rien. La logique est là. Alors, laissons faire la magie, alors. Moi, oui, Exactement. vraiment, je te remercie de ce moment voilà, qui m'aide aussi, moi, à faire le point à chaque fois sur où j'en suis. Est-ce que je suis toujours dans cette cohérence que je cherche à incarner? Et est-ce que les projets sont en phase et répondent aux besoins du monde aussi? Voilà. Et est-ce que finalement ma place, elle est bien là? Je m'y trouve de plus en plus à l'aise. Ouais. D'accord. Mais moi, je te remercie beaucoup pour ce temps passé. C'était avec un très grand plaisir de pouvoir échanger avec toi de cette manière-là. J'espère que ça va enrichir tous ceux qui nous écouteront.
Euh, Continue à nous écrire tes petits mots et ça nous éveille, ça nous apporte toujours un petit quelque chose et une réflexion. Il y a toujours, ça entraîne toujours une réflexion supplémentaire sur le moment, sur ce qui se passe. Donc, je te remercie beaucoup pour ça, en tout cas. Merci beaucoup, Merci Vincent. Et beaucoup, Nicolas. quand tu me dis ça, effectivement, je remarque aussi que ça permet aux gens d'écrire de plus en plus. Mm. C'est-à-dire que dans les commentaires, j'ai le sentiment que les commentaires sont de plus en plus grands, Oui. longs, et que du coup, le fait d'oser écrire ou d'écrire euh, passe chez l'autre. Et c'est ça aussi le projet, de permettre à chacun de devenir un peu plus auteur de sa propre vie. Mais il y a quelque chose qui a l'impression qui se fait naturellement, c'est qu'il y a ton texte, ce que je constate, c'est que les commentaires sont effectivement de plus en plus longs et que tu as des gens qui se lancent et qui aimeraient bien peut-être euh, franchir un pas. Je crois qu'il y a des ateliers qui doivent repartir, Ouais, je évidemment. pense que ça va venir. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et puis à très bientôt, Nicolas. Merci à toi, Vincent, et puis merci à tous ceux qui te suivent de t'encourager aussi dans cette voie que tu prends, là, qui te va à merveille. Merci.